Dimanche 18 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Les législatives de janvier prochain approchent à grands pas et les états-majors des formations politiques sont en ébullition. Après les récentes actualités de démission ou d'adhésion de militants de telles formations politiques pour une telle autre, toutes les attentions sont en train d'être focalisées sur les listes électorales. Alors, question ce jour, quelle chance de positionnement pour les nouvelles recrues au sein des partis politiques? C'est une question qui taraude les esprits de mes débatteurs. Pour ne pas manquer la 9e législature, les partis politiques affûtent leurs âmes dans les différents quartiers généraux et sur le terrain. Le secrétaire général national du bloc républicain Abnabio Tchané s'est réinvesti sur le terrain pour définir une nouvelle politique en vue des prochaines joutes électorales. Pour ce même exercice, l'Union progressiste Le Renouveau est aussi descendue sur le terrain. La formation politique de Joseph Dogbenou a aussi investi, elle aussi, les différentes sous-sections du parti. Une actualité que mes débatteurs qualifient de marquage à la culotte au sein de la majorité présidentielle. De nouveaux aspirants d'enseignants vont intégrer d'ici peu la base de données mise en place dans le cadre de la réforme qui a mis fin au système des vacataires et autres types d'enseignants saisonniers dans le secteur de l'éducation. C'est ce qu'a décidé le gouvernement en conseil des ministres de ce mercredi 14 septembre 2022. Le sujet a également retenu l'attention de mes débatteurs. Et pour opiner sur toutes ces thématiques, je reçois pour vous ce dimanche 18 septembre 2022 Gabin Goubi. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi, Tossa. Bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de télé. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'honorer de votre présence à cette émission. C'est un plaisir. Également sur ce plateau, Prudence Akondé, journaliste chroniqueur indépendant. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, M. Tossa. Bonsoir à M. Gabin Ogoubi. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs de télé. Voilà, législative 2023, quelle chance de positionnement pour les nouvelles recrues des partis politiques? Gabin Goubi, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez proposé ce sujet-là? Voilà, comme tout le monde le constate depuis peu, ça va dans tous les sens. Les partis sont à la quête de nouveaux électeurs, ce qui traduit l'imminence ou la proximité d'une élection. Donc la perspective des législatives projetées pour se tenir le 8 janvier 2023 fait que beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de formations politiques, ça fait bouger le landerneau politique et il y a des adhésions qui sont enregistrées dans tel parti ou tel autre. Vous suivez tout comme moi comment ça bouge tous les jours, où des formations politiques sont dissoutes et fusionnées dans de grands ensembles. Plusieurs raisons expliquent justement cette actualité, ce qui se fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a... Enfin, moi, je fais l'analyse à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'il y a que certaines formations politiques ont échoué à revendiquer l'allègement de la règle des 10%. Vous voyez, beaucoup ont fait le plaidoyer. Même la dernière fois, quand ils sont allés rencontrer le médiateur de la République, ils ont plaidé pour que cette règle-là soit ramenée à la baisse, pour qu'il y ait quand même assez de marge de manœuvre pour faciliter les choses au parti que j'appelle un peu le micro-parti. Est-ce qu'il y a des micro-partis? Non, c'est des mini-frétins. Moi, et là, j'assume complètement le lexique ou l'expression. Oui, c'est des partis qui n'ont pas d'ancrage, comme on le dit. Vous savez, des gens ont créé des formations politiques à l'avènement de la réforme du système partisan parce qu'étant nostalgique de ce que nous avons toujours vécu au pays depuis l'ère du renouveau démocratique qui a consacré le multipartisme intégral, toute réforme est difficile à intégrer. Donc, du coup, les gens se sont lancés dedans croyant qu'il y aurait, que ce seraient les mêmes réalités. Donc, cela fait que beaucoup, à la croisée des chemins, se sont rendus compte que la philosophie n'est forcément plus la même et qu'il faudra revenir à une certaine lucidité pour prendre son destin. Son destin politique en main. Exactement. Prudence Akondé, quel regard portez-vous sur ce sujet-là proposé par notre cher ami Gabin Goubi? Merci. Moi, la première question que je pose, c'est de savoir pourquoi il y a ces mouvements-là, pourquoi il y a ces adhésions. Il y a ces adhésions parce que
des gens sont estimés que leur formation, en fait, d'antan ne leur permettait pas d'avoir les résultats qu'ils souhaitaient. Et ces formations-là aussi acceptent parce que avec les nouvelles personnes qui intègrent le parti, ils pourront faire meilleurs résultats. Pour moi, ce sont les raisons fondamentales. Maintenant, quelles sont les chances pour les nouvelles recrues? Je pense que les chances seront déterminées par leur poids politique. On va y revenir, hein, on va y revenir concrètement hein, par rapport à leur poids politique, par rapport aux chances qu'ont ces recrues-là. Alors, Gabin Goubi, tout à l'heure, soulevait la question des 10%, parce que c'est ça qui a conditionné plus ou moins ces revirements politiques qu'on a observés. Et là-dessus, je n'avais même pas fini, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons de mon point de vue. On va y revenir. Hein, voilà. Et la deuxième raison, c'est le fait que beaucoup de partis ont également plaidé pour que il y ait quand même une baisse de la caution. La caution exigée pour les candidats, c'est 1 500 000 par candidat titulaire. Donc, je ne vois pas forcément assez de formations politiques réunies cette manne financière-là pour aller présenter des candidats. Environ 800 millions pour tous les candidats. Ça doit faire un coût 160 et quelques si mes calculs sont bons. Mais ce n'est pas évident. Encore que dans les 160 et quelques millions, il n'y a pas les frais de confection, peut-être des affiches, des étrennes et autres, et les frais de campagne, tout ça là. Donc c'est difficile pour des formations politiques dont certaines formations justement avaient plaidé pour que on leur concède également le financement public des partis politiques. Ça n'a pas été accepté non plus. Et donc du coup, beaucoup ont jugé plus pertinent d'aller vers les grands ensembles pour ne pas être obligé de faire face à ces charges-là. La dernière raison que je trouve à ce niveau, c'est qu'il y a certaines formations politiques qui sont sous la menace de disparition à l'approche donc des élections législatives, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une disposition du code électoral qui dit que vous disparaissez totalement de l'échiquier si vous ratez, si votre formation ne se présente pas à 2 élections législatives successives. Donc il y a certaines formations politiques qui sont sous la menace, n'est-ce pas, de cette disposition-là. Et j'estime que ce sont autant de raisons, parmi tant de raisons qui estiment qui font que beaucoup de partis, beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui ou de partis politiques disparaissent pour céder place à d'autres. Oui, Président Sarkozy. Bon, sur les raisons qui sont évoquées, je comprends parfaitement que cela puisse amener certains partis politiques, là nous parlons surtout des partis politiques, à revoir un peu leur position par rapport à la stratégie à adopter. Mais vous savez, nous en convenons tous que les espèces qui vivent le plus longtemps, ce ne sont pas celles qui sont les plus rapides ou les plus intelligentes. La citation dit que ce sont celles qui s'adaptent au mieux aux situations qui se présentent à elles. Donc le fait que les partis politiques en face des réalités actuelles soient obligés de s'adapter, d'aller vers d'autres partis, pour moi, ce n'est pas un fait nouveau. On a toujours observé ça. Par le passé, les dispositions avaient permis qu'il y ait des coalitions de partis politiques pour aller aux élections, et nous avons plusieurs fois vu des partis à la veille d'une échéance électorale s'associer pour en fait défendre là c'était des alliances. Oui, les alliances, je suis d'accord, c'est parce que la loi avait permis les alliances. Donc aujourd'hui ce n'est plus possible. Aujourd'hui ce n'est plus possible. Donc les partis politiques, à mon avis, ne font que s'adapter à ce que la loi permet. Ce qui se fait pour moi, ce n'est pas nouveau en fait. Non mais c'est les conditions, il faut nuancer un peu en disant que les conditions aujourd'hui ne sont pas forcément celles qui existaient auparavant. Beaucoup de partis politiques avaient certainement mal appréhendé un peu certaines dispositions de la loi. Et aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est plus forcément la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu il y a encore des insuffisances au niveau de cette loi-là. Le cas UDBN et BR nous a suffisamment édifié sur comment est-ce que les gens font utilisation, c'est-à-dire des gens
table un peu sur les insuffisances du législateur, L'interprétation tricher avec l'esprit du législateur. C'est déplorable. Je pense que les législateurs sont interpellés sur alors, Prudence Akonde et d'autres personnes de l'opinion publique pensent aujourd'hui, dans l'opinion publique, se dit que bon, ces nouvelles recrues du moins, c'est juste pour aller sous le parapluie, pour ne pas disparaître, comme le disait Gabin Goubi. Est-ce que vous êtes d'avis? Je ne suis pas totalement d'avis parce que quand moi j'ai mon parti politique et que je suppose Gabin décide de venir à moi, je ne l'accepte que dans la mesure où Gabin ne me nuit pas et Gabin, en fait, je pourrais tirer un profit de Gabin. Donc, c'est de la symbiose. En fait, celui qui vient apporte quelque chose au parti et celui que le parti qui accueille aussi tire quelque chose. Je prends en fait le cas du PRD et de l'UP. On ne pourrait pas dire que c'est le PRD seul qui tirerait profit de cette fusion-là. Non, pas du tout, on ne pourrait pas dire ça. Et dans le même temps, on ne pourrait pas dire que c'est l'Union progressiste seule qui tirerait profit de cette fusion-là. Quoique le PRD, qui n'avait pas de représentants à l'Assemblée nationale, avec cette fusion-là, pourrait en avoir. On pourrait dire que le PRD est le plus grand bénéficiaire de cette fusion-là. Mais cela permet à l'Union progressiste, d'une manière ou d'une autre, de demeurer le plus grand parti politique sur la scène politique. Et ça, je pense que Joseph Diogbenou, qui est l'actuel président de ce parti-là, il tient beaucoup. Il tient beaucoup avec tout ce qu'il fait, toutes ses sorties, toute cette démarche, même envers des acteurs politiques de l'opposition. Ça prouve qu'il veut bien que son parti soit le parti le plus grand sur l'échiquier. Alors, Gabin Goubi, au-delà de tout ceci, comment pressentez-vous ces positionnements-là? Ce ne sera bien évidemment pas facile. Ne pensez que les gens, derrière les acteurs politiques, sont assez prudents par rapport à cela. Ce ne sera pas facile. Et surtout pour l'UP, c'est vrai aujourd'hui, l'UP essaie en tête taillé pratiquement la grosse part de ce mercato politique, de ce que je peux appeler cette danse des gamètes où tout le monde, il y a une certaine ruée vers cette formation politique. C'est là que ça complique un peu la tâche et j'apprécie un peu la précaution, la prudence qu'affiche le président du parti, Joseph Diogbenou, qui refuse, n'est-ce pas, de s'asseoir, de végéter dans une certaine sérénité face à cette flopée d'adhésion que le parti enregistre. Et plus vous êtes nombreux, plus le casting est difficile. Donc ce sera véritablement une équation à résoudre, et même en leur sein. Contrairement à ce que tout laisse croire, il y a des voix qui ne sont pas forcément d'accord avec, parce que plus vous êtes nombreux autour du gâteau, le partage sera difficile. Donc l'adhésion, c'est vrai, en politique, les seules opérations qui vaillent, comme on le dit souvent, c'est soit l'addition et la multiplication. Maintenant, à force de tout engranger, de tout prendre aussi, le parti risque d'être constipé et sera difficile pour positionner. Pour ce qui est des chances de positionnement de ces nouvelles recrues, de ceux qui sont portés vers les formations politiques, ce sera extrêmement difficile. Ce n'est pas gagné d'avance. D'ailleurs, c'est ce qui explique le silence relatif qu'affichent certains leaders politiques qui refusent de parler pour des raisons qui leur sont tout à fait. Juste pour ne pas... Ce n'est pas gagné d'avance, c'est une véritable équation. Et ne doutez pas qu'il y aurait assez de frustration à l'occasion. Alors, il nous a... Si vous me le permettez, il y aura des frustrations, mais je pense aussi que cette situation-là laisserait moins de chance aux jeunes. Parce qu'il y a beaucoup, quand nous prenons, en fait, il y a des partis politiques dans lesquels, même pour une circonscription, nous avons déjà beaucoup de leaders confirmés, qui ont une assise, qui n'ont même pas fini de se positionner. Donc ça va être un peu compliqué de laisser pour cette fois-ci, ce sera un peu plus compliqué pour les jeunes de se faire... On va revenir sur cet aspect. On va permettre de recevoir sur ce plateau Jean Servais Aguégué. Il est notre troisième débatteur sur cette émission. Il nous a rejoint, Jean Servais Aguégué, un journaliste chroniqueur à Radio Maranatha. Merci de nous revenir sur ce plateau. Merci vraiment de m'ouvrir grandement votre porte encore ce matin. Alors, jetez-vous tout de suite à l'eau en même temps. Le sujet
vous intéresse aussi. Oui, je crois que sur cette thématique, on doit commencer donc par déjà s'habituer à la nouvelle appellation de cette formation politique, Union progressiste Le Renouveau. Vous voyez, comme le disait tout à l'heure mes confrères, c'est vraiment ce constat qui vaut actuellement. Et je crois que je l'avais déjà évoqué une fois sur ce plateau en disant que plus nous nous approchons des échéances électorales donc de janvier prochain, plus nous allons enregistrer ces genres d'événements. Parce que, n'oublions pas, c'est des calculs. C'est des calculs lorsque le PAD décide par exemple d'aller se mettre ensemble avec l'UP pour former désormais un grand ensemble pour aller, c'est que c'est des calculs. On essaye de voir, à un moment donné, on est peut-être en perte de crédibilité, on essaiera de voir avec qui associer son image pour avoir encore voix au chapitre. Et donc c'est des calculs politiciens. Et plus nous évoluons donc vers les élections, plus nous allons enregistrer encore ces éléments-là. Seulement, comme le disaient tout à l'heure mes confrères, le casting sera suffisamment difficile et compliqué pour, par exemple, le responsable de cette formation politique, le président Joseph Djogbenou désormais, qui placer dans quelle situation électorale pour véritablement pouvoir vendre ce parti-là, pour pouvoir avoir le maximum que possible de représentation à l'Assemblée nationale. C'est là toute la question. Justement, le président Zakonde soulevait un aspect tout à l'heure. Il y a des leaders qui sont des leaders charismatiques, comme on pourrait le dire, déjà dans des zones données. Mais ces nouvelles recrues, ces nouvelles adhésions, est-ce qu'elles ont une chance de bénéficier un peu de la chose? Non, je pense qu'il y a une réalité que les formations politiques actuelles ne doivent pas oublier. Il y a une volonté affichée de rajeunir la classe politique béninoise. Et donc, si les formations politiques actuelles qui sont en compétition pour les prochaines élections prennent conscience de cette réalité-là, je pense que le calcul, sinon les calculs doivent aller beaucoup plus vers les jeunes. C'est vrai, il y a déjà certaines formations politiques qui ont des leaders charismatiques dans certaines circonscriptions électorales qui sont reconnus. Et donc, si ces leaders doivent continuer de survivre, je pense que le calcul serait qu'ils doivent trouver en leur sein des jeunes aussi représentatifs, déjà qui vont déjà commencer par se positionner pour continuer, peut-être pour mourir dans ces jeunes-là et continuer de survivre après. Si on ne fait pas ces calculs-là, on pense que, bon, on est leader charismatique et ce n'est que soi-même qui puisse vraiment faire l'affaire. Je pense que, quelque part, ce serait vraiment un mauvais calcul et les désagréments peuvent vraiment être très grands au soir donc, de ces élections-là. Parce qu'il y a une volonté affichée quand même que la classe politique béninoise vraiment puisse donc se rajeunir et donc on veut vraiment avoir désormais une nouvelle figure, d'autres nouvelles figures pour proposer de nouvelles choses. Quand vous voyez au niveau de la population, on a soif de cela. Et donc quand vous êtes leader politique et vous êtes face à cette réalité-là, rapidement, ce serait donc très intéressant, très important de commencer déjà par choisir autour de soi des jeunes en qui on va mourir pour continuer donc de survivre. Alors Gabin Goubi, vous êtes d'avis, on est conscient aujourd'hui que ces leaders politiques, au sein même de ces leaders, la bataille ne sera pas facile. Quel serait le sort pour ces nouvelles recrues? Non, rien n'est gagné, aucune certitude, aucune garantie de positionnement. Moi, je pense que beaucoup, c'est juste pour sauver la face, compte tenu des raisons que j'ai décrites tantôt. Il y a que certains leaders ne veulent pas mourir de sitôt. Beaucoup ne veulent pas abandonner la chose politique, ils veulent juste tenter leur chance. Parce que moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'au bout du temps, les deux formations politiques de la majorité présidentielle qu'on appelle mastodonte, l'Union progressive, le Renouveau et le BR, quoi qu'on dise, il y a quelqu'un qui aura son mot à dire dans le casting qui sera fait. Et moi, je ne sais pas forcément qu'on va dire que les jeunes seront lésés ou pas. La volonté, comme l'a dit le confrère Jean-Séver Aguégué, la volonté de renouveler la classe politique, de renouveler le personnel politique est patent, affiché depuis longtemps par le chef de l'État. On l'a vu lors des dernières élections législatives, cette volonté a été confirmée lors des communales de mai 2020 et je pense que ça se confirmera une fois encore. Déjà que ça se dit, même si c'est dans l'informel, qu'il y a certains cadres de la
place certains carriéristes, certains parlementaires qui savent eux-mêmes qu'ils ne pourront pas, qu'ils n'ont pas cette fois-ci leur chance, une certaine rumeur à circuler. Et donc ça semble se confirmer quand vous vous rapprochez de ces leaders-là qui aujourd'hui sont prêts, comparativement aux habitudes, à céder, à faire de la place aux jeunes. Et c'est une dynamique qu'il faudra saluer. Donc ceux qui viennent, je pense qu'ils font juste de la loterie, encore qu'il y a certaines certaines formations politiques qui n'ont jamais participé à une élection depuis qu'elles sont nées. Et donc on ne va pas prendre le risque de leur confier peut-être, de les mettre en tête de certaines circonscriptions, alors qu'ils n'ont pas la preuve d'avoir un électorat consistant comme certains autres. Plus de ça qu'on dit, aucune chance pour ces nouvelles recrues, pour ces nouvelles adhésions auxquelles on a eu droit cette dernière semaine. Aucune chance pour ces nouvelles recrues. S'il n'y a pas de chance pour les nouvelles recrues, c'est dire que les scènes que nous avons constatées de fusion, de rapprochement vont encore se répéter dans l'autre sens. C'est qu'après les législatives, il y aurait les dislocations. Mais ce n'est pas exclu. Parce que une fois que vous n'avez pas fait les formalités, je ne peux pas venir, je ne peux pas faire une démarche, je ne peux pas mener une action dans l'objectif de ne pas en tirer des gains. Nous sommes sur la scène politique. Et donc, s'il n'y a aucune chance pour ces nouvelles recrues-là, c'est dire que, d'ici à là, nous allons encore constater... Oui, selon vous, est-ce que ces nouvelles recrues, ces nouvelles adhésions auxquelles on a eu droit, est-ce qu'on peut espérer quelque chose, selon vous, concrètement? Selon moi, et je l'ai dit tantôt, si déjà les partis politiques ont accepté recevoir ces nouvelles recrues, c'est parce que ces partis aussi espèrent en tirer quelque chose. Et même si ces nouvelles recrues ne sont pas positionnées, parce que là aussi il faut faire la nuance, si ces nouvelles recrues ne sont pas positionnées sur les listes électorales, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien gagné. Parce qu'on peut bien gagner des choses en politique sans être sur une liste électorale pour une élection législative. Donc tout dépend en fait de ce que chacun entend gagner, et tout dépend de l'intérêt de chacun, des stratégies de chacun. C'est sûr que les anciens, ceux qui deviennent de nouveaux amis aujourd'hui, ne se disent pas encore tout. C'est trop tôt que chacun s'ouvre entièrement sur ses objectifs, sur ses intérêts. Ce n'est pas évident. Donc, pour moi, il y a des chances pour tout le monde, dès lors que chacun a un poids sur la scène politique, dès lors que chacun peut apporter un impact dans l'élection. Parce que même s'il n'est pas candidat, même si vous ne le faites pas candidat, et qu'il n'a rien, c'est qu'il ne participera pas à l'élection du candidat qui sera retenu. Et il pourrait même être un plus grand obstacle, parce que quand à l'intérieur, ça ne s'entend pas, ce n'est pas soudé, à l'extérieur, la brèche, elle est plus ouverte. Et moi, je reviens sur un autre aspect. Oui, ces élections-là sont un peu plus différentes de celles que nous avons observées en 2019. En 2019, nous avons eu des élections où l'opposition n'était pas partie prenante. Nous avons eu une élection où il n'était pas dit qu'il y aurait un quota de femmes. Donc, il y a ces deux équations-là qui sont à résoudre. Et l'insistance, d'un renouvellement fait une troisième équation. Et je pense que si actuellement les responsables de partis politiques doivent choisir, la priorité à mettre en dernière position, c'est la jeunesse. Parce que la femme, le quota de femmes s'est inscrit dans la loi qu'il faut 24 obligatoirement, même si désormais nous aurons 109 députés. Donc le parent pauvre, je pense, ça c'est moi qui peut avoir le parent pauvre, parce qu'il n'y a rien actuellement qui, en termes de loi, qui dit que on doit avoir telle représentation de jeunes. Non, ce n'est même pas possible. Ça ne se fait pas là. Il n'y a pas ce modèle. Oui, je suis d'accord. Mais quand on regarde le contexte actuel, les jeunes auront davantage de difficultés avec l'opposition, à se faire positionner. Oui, en fait, je voudrais faire mentionner que le positionnement dépendra d'abord de qui a fait le premier pas. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des nouvelles recrues, pour positionner, les gens tiendront compte de celui qui a fait le premier pas. Est-ce que c'est la formation politique
qui a fait le premier pas vers celui-là qui vient de la rejoindre, ou bien c'est celui qui est venu donc faire manifester son adhésion qui a fait le premier pas. Alors, celui qui a fait le premier pas, certainement, a dû faire des propositions pour se faire accepter. C'est-à-dire que la formation politique, si peut-être la formation politique a fait donc un premier pas pour aller démarcher, n'est-ce pas, quelqu'un, c'est sûr que, et donc cette formation politique a eu des arguments nécessaires, fait des promesses nécessaires à celui-là pour le convaincre donc à pouvoir donc la rejoindre. Des promesses forcément à tenir. Forcément. Et donc, le positionnement de mon point de vue dépendra et donc de celui-là. Alors, s'il y a un jeune ou bien s'il y a quelqu'un qui a manifesté donc son adhésion à une formation politique alors que cette formation politique ne lui a rien proposé ou bien n'a pas manifesté le désir de l'avoir avec elle, eh bien, je pense que la personne prendra tout son temps pour se maintenir d'abord sur la liste d'attente. D'accord. Mais s'il n'y a pas ça, bon, je pense que c'est clair. Si je ne trouve pas quelque chose chez la personne, je ne peux pas aller demander à la personne de me rejoindre. Et donc, je crois qu'en politique, rien n'est gagné à l'avance, comme l'ont dit déjà mes confrères. Le casting sera suffisamment serré, mais c'est sûr que les formations politiques tiendront compte de celui-là qui a fait le premier pas, et le positionnement dépendra donc des engagements que l'on a pris de part et d'autre pour se faire. Préalablement. C'est clair. Alors, Prudence Akondé, est-ce que vous pressentez une guerre de leadership au-delà de tout ce qu'on vient de dire après le positionnement? Une guerre de leadership où? Au sein des formations politiques même. Vous parlez... Entre les clauses qui peut-être n'auraient pas été respectées en temps. Non, mais depuis que nous sommes en train de faire les élections législatives au Bénin, il y a toujours des frustrations après le positionnement. Ça ne serait pas du tout... c'est peut-être que cette fois-ci, dans certains partis politiques, les frustrations seront plus grandes. En fait, il y aura un plus grand nombre de frustrés parce qu'il y a un plus grand nombre de candidats potentiels. Donc, sur ce point-là, ce ne sera pas nouveau, c'est la proportion qui va changer. Des frustrations. Oui, des frustrations pourraient venir. Je voudrais... il faut que ce soit moi sur la liste au détriment de l'autre. Oui, ça ne manque pas. Vous savez, c'est inhérent à la politique. Puis, à chaque élection, c'est vrai, les gens font le calcul, mais je continue une fois encore de dire que les moutons vont peut-être se promener ensemble, mais ce ne sera pas au même prix. Pour le PRD, on a vu un peu, on a eu un peu une idée du contenu des accords. Et je pense que là, ça a été plus sérieux, ça a été plus peaufiné, ça a été défini. À ce niveau, encore que les accords politiques n'engagent que ceux qui y croient. Dans tous les cas, on verra ce que cela va donner. Mais je pense que de ce côté-là, on a vu quand même que certains cadres du parti, certains leaders du PRD ont été intégrés aux instances de la nouvelle formation politique. Ça semble quelque chose de plus sérieux. Encore qu'il ne faudrait pas perdre de vue que le PRD au municipal 2020, le PRD c'est quand même 5,49%, si j'ai bonne mémoire, de l'électorat. C'est quand même important comme suffrage, comme marge d'électeurs. Et n'eût été l'obstacle de la règle des 10%. Le PRD aurait aujourd'hui eu la mairie de Sebenkoji, la mairie de Porto-Novo et aussi la mairie d'Agara. Voilà. Donc c'est beaucoup en termes d'apport à la formation politique. Pour les autres, je n'ai pas d'éléments pour apprécier. Voilà. Maintenant, l'autre chose, très rapidement, parce qu'on va finir en disant que le gain ne sera pas forcément le positionnement. Le gain peut-être ne sera pas forcément le positionnement. Vous savez, un parti qui est de la majorité présidentielle, c'est plusieurs choses à la fois. Ça peut être également les nominations. Oui. Vous voyez, quand vous sortez un peu de votre voilà, quand vous sortez un peu de votre statut de parti isolé, vous intégrez ce grand ensemble, là, il y a beaucoup d'avantages dont vous pourrez bénéficier. Donc, il pourrait y avoir des nominations au sein de ceux-là qui font aujourd'hui faire le pas pour fusionner, pour se faire phagocyter par les grandes formations politiques. Et là, ça pourrait constituer également quelque chose qui va peut-être baisser un peu les tensions, apaiser les frustrations qui vont survenir. Voilà, merci. C'était le premier sujet relatif au positionnement de ces nouvelles recrues sur les prochaines listes électorales. On retient que les avis sont vraiment divergents. Aucune chance
pour Gabin Goubi et puis Jean-Séver Agué, mais pour vous, Prudence Akondé, les chances sont plus ou moins un peu hypothéquées, même s'il reste à espérer quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, deuxième sujet de cette émission, je le disais en début d'émission, les partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, le Renouveau, ont investi la base pour mettre la troupe en ordre de bataille dans la perspective des prochaines joutes électorales. Ces différentes descentes de responsables de ces formations politiques ont retenu l'attention de mes débatteurs. Jean-Séver Agué, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Pourquoi? Oui, parce que ce n'est pas le moment de rester à la maison. Ah, il faut sortir, il faut montrer que l'on existe, il faut montrer que, bon, face à tout ce qui se dit, on est là, on a des preuves à donner donc de ce que l'on continue donc de respirer. Il faut sortir, aller au contact donc des potentiels électeurs pour leur montrer qu'on a quelque chose donc à leur proposer. Et au moment où l'autre est sur le terrain, il ne faut pas rester à la maison dormir. Non, il faut que, au fur et à mesure que l'autre aussi est sur le terrain, alors il faut aussi être à ses côtés pour véritablement ne pas laisser donc le champ libre à l'autre seul pour gagner donc tout le terrain. Et donc c'est de bonne guerre. Cela a toujours été le cas depuis que les élections ont lieu dans notre pays. Et cela va continuer toujours d'être comme ça. Toujours est-il que lorsque on aura toujours la possibilité donc d'aller aux élections et de choisir donc des élus à des instants donc de prise de décision. Et donc c'est normal qu'on observe donc tout cela. Seulement que dans ces sorties, ça dépendra donc de ce que les uns et les autres seront en train de se dire, sinon seront en train aussi de dire aux électeurs. Cela dépendra aussi de ce que, eh bien, chaque formation politique essaiera, n'est-ce pas, de travailler pour que le pays ne s'embrase pas. Parce qu'il est déjà venu dans d'autres pays autour de nous, que c'est au cours donc de ces sorties-là que des propos sont tenus, et ces propos, plutôt que donc de garantir la paix, et donc ont enflammé le pays, et c'est ce que nous devons donc, n'est-ce pas, essayer d'éviter. Il y a certaines formations politiques qui, au lieu donc d'aller aussi à la conquête donc des électeurs, vont peut-être se dire qu'on est en terrain conquis, et c'est là l'erreur à ne pas commettre donc en cet instant précis. Donc il faut véritablement aller sur le terrain, donc aller convaincre donc les électeurs, savoir quoi dire donc aux électeurs, savoir ce qu'il faut dire pour que même après les élections, avant, pendant et après, la paix puisse donc toujours être préservée dans notre pays, que le pays ne s'embrase pas. C'est suffisamment très important que nous attirons donc l'attention, n'est-ce pas, ces formations politiques qui sont actuellement sur le marché en train de chercher à gagner donc des électeurs. C'est important. Gabin Goubi, ce sujet vous intéresse aussi? Oui, c'est la foire d'empoigne, c'est la conquête, n'est-ce pas, de l'électorat, de l'espace politique. C'est normal, hein, c'est pas nouveau, ce n'est pas une innovation avec ce qui a été toujours observé chez nous. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est le marquage à la culotte, presque parce que on a vu que c'est le secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, et certains membres du bureau politique national du parti qui ont entrepris d'aller au contact des électeurs en plein congé gouvernemental. Donc, ils ont entrepris cette démarche-là. Ils ont commencé à sillonner beaucoup de circonscriptions électorales. Je pense qu'ils doivent avoir fini. À leur suite, donc, on a vu que l'Union progressiste aussi a engagé cette tournée-là. Et c'est comme si, attention, il ne faut pas qu'on laisse le marché. Comment peut-on expliquer ça? Non, on va expliquer ça. Le souci, n'est-ce pas, de mobiliser. Chacun mobilise sa troupe, chacun veut marquer son territoire pour que, bon, il n'y ait pas de surprise désagréable à l'arrivée. Donc, c'est normal. Je pense que c'est de bonne guerre, comme l'a dit Jean-Séver Agué. Encore qu'il y a les autres partis de l'opposition, bon, peut-être qu'on ne le sent pas trop, mais on a vu les démocrates, je pense qu'il y a là un mois, qui ont fait les mêmes démarches. Ils ont fait des sorties à l'endroit des militants, les informer de leur volonté de participer au scrutin, tout ça. Ça participe, n'est-ce pas, de la compétition électorale et ça donne une garantie par rapport à l'ouverture, à l'inclusivité, n'est-ce pas, de toutes les formations politiques à l'élection. Prudence Akondé, est-ce que, selon vous, il y a réellement, concrètement, un marquage à la culotte entre ces deux formations politiques? Oui, en fait,
pour le moment, ce ne sont que ces deux partis politiques-là que nous observons en termes d'engagement, en termes d'occupation de la scène, en termes de démarche vis-à-vis des électeurs, des militants. Ce sont ces deux formations que nous sommes en train de voir sur la scène, bien qu'il s'agisse de deux formations qui soutiennent les actions du chef de l'État. Elles font l'effort quand même de ne pas dormir sur le laurier, d'aller, comme le disaient tout à l'heure mes confrères, d'aller chacun occuper son territoire, d'aller vers les électeurs, d'essayer de commencer par parler de leurs offres politiques, même si personnellement, en fait, je ne sens pas encore suffisamment la fièvre électorale. Nous avons connu par le passé, en fait, à ces moments-là, les offres politiques sont connues de plus d'un, même ceux qui ne suivent pas pour autant l'actualité politique. Mais là, c'est encore un peu en baisse. Je pense que c'est aussi dû à l'inaction, sinon au peu d'action de l'opposition, parce que c'est quand nous avons une opposition forte chacun a sa stratégie. Oui, chacun a sa stratégie, mais c'est quand nous avons une opposition forte et suffisamment en mouvement que, bon, en fait, sur la scène... Vous pensez que c'est une brèche, hein? Vous pensez que l'opposition politique est là aujourd'hui n'est pas assez forte pour faire avancer les choses? Non, je ne dis pas que l'opposition n'est pas assez forte, mais je dis que l'opposition ne fait pas assez d'actions fortes. Pour le moment, en fait, nous avons vu suffisamment sur la scène le BR, nous avons vu suffisamment sur la scène l'UP, mais bon, en fait, où sont les partis politiques de l'opposition? En fait, nous ne les voyons pas suffisamment. Ils font un travail. En fait, je ne suis pas... Comme le disait Gabin tout à l'heure, chaque formation politique a sa stratégie. Donc, mais bon, il faudrait qu'à un moment, on puisse se mettre suffisamment au devant de la scène. Par rapport à l'opposition, je pense qu'il faut comprendre que l'opposition a forcément moins de moyens que les partis de la majorité présidentielle qui ont d'élus aujourd'hui, qui bénéficient du financement public de l'État. Ce n'est pas peut-être le même contexte. L'opposition, après les déboires... L'opposition veut aussi gagner les élections. Le financement politique, le financement des partis politiques. Vous parlez là des FCBE, vous savez ce que l'opposition est aujourd'hui ici. On va permettre à Jean-Séver Agégué. Dites-moi, est-ce que vous pensez que ces partis frais se surveillent comme du lait sur le feu? Bien sûr. Vous allez voir d'abord que le BR s'est réveillé, n'est-ce pas, son sommeil. C'est ce que j'ai constaté. En fait, vous allez voir que à un moment donné, dès que l'UPR a changé de tête et le maître Jogbenou a pris donc la tête de l'Union, il a commencé rapidement à détourner sur le terrain. Et c'est à partir de ce moment-là que des adhésions ont commencé de toutes parts. Et on a commencé par avoir donc des défections aussi, hein. Au niveau donc, oui, bon, il y a eu quelques défections, mais on a vu beaucoup plus que c'est du côté donc de BR que, bon, les gens ont commencé vraiment par quitter pour rejoindre donc l'UP de l'autre côté. Alors, nous avons dit sur ce plateau ici que le BR a se réveiller donc pour entrer aussi dans la bataille, et c'est ce que véritablement ce qui s'est passé. Nous avons vu que le BR donc aussi s'est lancé donc à la conquête. Le BR a compris que le tout ne suffit donc pas de rester assis pour dire que on a de l'électorat acquis, parce que vous allez voir, en bon observateur de la vie politique au Bénin, vous allez comprendre que il n'y a pas de conviction en tant que tel. Celui-là, peut-être qui est un membre vraiment très influent de votre parti aujourd'hui, vous laissez un peu de temps, vous restez un peu inactif, vous allez voir que rapidement, peut-être sa conviction a changé. On n'a pas, tel que ça se passe au Bénin, on n'a pas vraiment des leaders qui sont vraiment acquis, qui se laissent conduire donc par des convictions politiques. Et donc, le BA a vite donc compris, et puis bon, a commencé par suivre aussi le pas, et les deux sont sur le terrain. Seulement qu'il faut qu'on avertisse, n'est-ce pas, la population. Parce que quand ça se passe comme ça, nos parents qui sont au village ne comprennent pas que c'est le jeu politique. Vous voyez, quand on se dit, moi je suis vraiment de l'Union progressiste, je suis membre de l'Union progressiste, je suis de BR, et on a déjà cette conviction à la base, les gens ne comprennent pas que ces convictions, du jour au lendemain, peuvent changer au niveau donc de ces leaders qui sont en train de suivre. Vous voyez, et ça fait que dans les villages,
ils suivent bêtement ces formations politiques, on suit bêtement donc ce que ces formations disent. Et ça après, finalement, ça devient donc, comment dire, ça devient des guerres, ça devient des clans qui sont formés dans les villages. Je connais aujourd'hui des villages qui ont été divisés à cause de la politique. On n'est plus à cette non, mais c'est des réalités. C'est vrai, c'est des réalités. C'est des réalités. Il faut on n'est plus à cette réalité-là oui. qui permettent aujourd'hui aux populations. Les populations ont compris beaucoup de choses. Les populations ont compris, mais nos parents qui sont au village ne comprennent pas de cette manière. C'est important de les avertir. Non, on va. Je ne pense pas que le confrère soit en train d'encourager la chose. C'est vrai, c'est des tas qui continuent de traîner. Vous n'avez forcément pas la même appréhension, la même lecture des choses. C'est des réalités qu'on vit au quotidien. Dans certains villages, n'allez pas loin. Même il y a des localités proches de nous, ici à Cotonou, où vous allez là-bas, les gens ne se saluent presque pas dans la même famille à cause de la politique. Ouais. C'est des choses qui se vivent et ça dépend du discours. C'est le discours que tiennent nos acteurs politiques qui sont à la base de ça. On donne l'impression qu'on est diamétralement opposés, qu'on ne partage pas les mêmes visions, alors que nous avons quand même un seul héritage commun, c'est le pays, c'est la paix, l'unité nationale. Il faut inviter les acteurs à produire. On vous aurait compris. Dites-moi, Prudence Akonde, est-ce que les législatives de 2023 constituent-elles à ce point un enjeu pour qu'on assiste à ce marquage à la culotte entre ces deux formations politiques qui soutiennent les actions du chef du chef de l'État? Bien sûr. Premièrement, il y a entre ces deux partis politiques-là cette guerre de ce que, quel est le parti qui a le cœur du chef de l'État. Donc, chacun travaille à montrer au président, que, c'est nous qui sommes les leaders et c'est à nous que vous devez faire confiance. Pour moi, c'est important. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi l'après président Talon, si on peut parler en ces termes. Donc, les gens ne travaillent pas, à mon avis, que pour aujourd'hui. Les gens travaillent pour longtemps, Et tout à l'heure, mon confrère Agégué disait que nous n'avons, dans ces partis politiques-là, il y a un problème de conviction. Aujourd'hui, nous pouvons nous targuer de ce que nous avons de grands partis politiques, mais nous avons, des militants avec encore des convictions fébriles, quoi. Et nous avons beaucoup plus de militants intéressés par le gain politique que par l'idéologie politique. Voilà. Et c'est ce qui fait que même le président Djogbenou l'a dit, qu'il ne faudrait pas que les gens viennent à l'UP par intérêt, non, que ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Il faudrait que les gens y viennent par conviction, parce qu'il aurait certainement constaté que des gens voudraient venir dans son parti politique à cause des intérêts qu'ils pouvaient avoir. Voilà, on va clôturer ce deuxième sujet, mais je vais vous raconter juste quelques secondes. Est-ce que vous craignez quelque chose au-delà des déclarations que ces leaders politiques s'envoient sur le terrain? Quand on prend par exemple le BR qui dit que l'objectif est de faire du BR le premier parti du Bénin, alors que de l'autre côté, on dit également la même chose. J'en sais vers Guégué. Non, mais en fait, c'est... Très rapidement, quelques secondes. Oui, c'est le marketing politique. Et chacun essaiera, n'est-ce pas, de tenir des discours pour dissuader l'autre et montrer que, on veut garder la première place. Donc, c'est important aujourd'hui de travailler sur le discours pour convaincre. Alors, donc, merci. Gabin Goubi. C'est de bonne guerre. Vous savez, la philosophie de la politique, c'est de conquérir le pouvoir politique et de l'exercer. Aujourd'hui, l'UP va travailler à maintenir son hégémonie, à montrer qu'elle demeure la plus grande formation politique du Bénin. Le BR qui ambitionne aujourd'hui de renverser la tendance et c'est de bonne guerre selon vous? Tout à fait. Tout ça pour dire très rapidement. Je pense que nous n'avons rien à craindre. Ce que nous allons peut-être souhaiter, c'est que nous ayons de meilleures élections en 2023 par rapport à celles que nous avons connues. Alors voilà, on va aborder le troisième sujet, c'est le sujet relatif à la nouvelle base de données des armes qui sera mise en place. C'est vous qui avez proposé ce sujet pour Prudence Akonde. Pourquoi? Oui, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023 et c'est à cette veille-là que le gouvernement a décidé de renouveler la base des AME, de recruter Et le gouvernement permet aux aspirants à l'aspirana, si je peux parler ainsi, de s'inscrire dans la base de données. Je pense que c'est un pas
dans la résolution de la pénurie d'enseignants que nous connaissons. C'est une évidence que dans certains établissements, il n'y a pas de professeurs de mathématiques, dans d'autres, il n'y a pas de professeurs de sciences physiques, ainsi de suite pour certaines matières. Nous avons décrié le fait plusieurs fois. Le gouvernement a décidé de recruter de nouvelles personnes. C'est une chose à saluer. Maintenant, est-ce que, bon, parce que là, le 19 septembre pour la rentrée, c'est demain. C'est demain. Mais jusque-là, on n'a même pas encore en fait, fini de les recruter et ils seront déployés. C'est que nous sommes, à mon avis, un peu en retard, sinon en retard par rapport au calendrier scolaire. Gabin Goubi. Il faut d'ailleurs saluer cette volonté, cet engagement du gouvernement à faire en sorte que il y ait assez d'enseignants pour pouvoir couvrir les besoins en termes d'éducation. C'est heureux qu'aujourd'hui le gouvernement soit soucieux de ce que les localités reculées où il n'y avait pratiquement pas d'enseignants et même vous constatez qu'après plusieurs mois après le début de l'année, il n'y a pas d'enseignants. C'est heureux que le gouvernement ait pris, soit soucieux de la chose et décidé de recruter des aspirants pour couvrir ces besoins-là. Donc c'est à saluer. C'est vrai que l'idéal aurait été qu'on ait un personnel véritablement permanent qui soit, que le statut, n'est-ce pas, de ceux-là aujourd'hui soit formalisé. La question de l'aspirant, je sais que c'est une grande équation pour le gouvernement, même à la dernière session de négociation des conventions des centrales syndicales gouvernement, la question a été abordée. Et le gouvernement fait des efforts sur ce plan, mais il est à souhaiter qu'on trouve assez de moyens pour pouvoir les recruter, pour qu'ils sortent un peu de la précarité ou de l'insécurité sociale dans laquelle ils sont souvent. Mais c'est heureux qu'à la veille de la rentrée, le gouvernement ait travaillé à lever déjà tous les goulots d'étranglement qui pourraient constituer des obstacles à la bonne reprise des cours. Voilà, le paiement des primes de rentrée, l'organisation des journées pédagogiques, même le paiement des avances sur salaire à ces aspirants pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire face aux charges liées à la rentrée. Donc c'est heureux, mais il a espéré, comme le gouvernement l'a annoncé en novembre prochain, où tous les regards sont focalisés pour voir ce qui en sera concrètement. Jean-Xavier Aguégué, est-ce la fin de la pénurie d'enseignants, le fait d'annoncer cette nouvelle base de données? Bien sûr, je pense que le gouvernement, pour avoir pris l'option donc de l'aspirana, a réglé deux problèmes. Le premier, d'abord, c'est donc la pénurie d'enseignants que nous avons. Moi, particulièrement, j'en avais été victime. Quand j'étais sur les bancs, j'étais obligé de reprendre plusieurs fois une même classe, pas parce que je ne travaillais pas. J'ai passé en classe supérieure, mais il n'y avait pas d'enseignant pour me récupérer de l'autre côté. On m'a dit, bon, monsieur, vous travaillez bien, mais bon, il n'y a pas d'enseignant pour la classe, la nouvelle classe que vous devez faire. Donc, on me renvoie en arrière. Je devrais être au CM1, on m'a renvoyé au CE1. J'ai repris le CE1, j'ai repris ça une deuxième fois, et puis bon, voilà, parce que dans l'établissement, il était arrivé à un moment donné où c'est un seul enseignant pour garder les 6 classes. Voilà, donc c'était vraiment compliqué. C'est une époque révolue. Vraiment, c'est révolu, je suis d'accord, c'est révolu. Bon, donc c'est heureux. Le gouvernement ayant trouvé donc cette astuce-là, a trouvé quand même un moyen de régler un tant soit peu le problème de pénurie d'enseignants. Ça, c'est un pas, il faut le saluer. Le deuxième problème, certainement que le gouvernement a réglé, peut-être sans nous l'avoir dit, c'est aussi peut-être un moyen pour le gouvernement de contrecarrer un peu les enseignants grévistes. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que lorsque vous décidez d'aller en grève, bon, on vous permettra de faire votre grève, hein, mais quand vous allez revenir, il y aura déjà un aspirant voilà, qui serait déjà là en train d'enseigner à votre place. Et donc, je pense que le gouvernement a trouvé quand même, en tout cas, un moyen pour régler ces deux problèmes. Seulement, ces aspirants, il faut mieux les écouter. Parce que c'est vrai, le gouvernement récemment a fait une proposition, on a parlé donc de l'avance, quelque chose qu'il faut donc leur trouver déjà pour leur permettre de bien commencer la rentrée. Quand vous les écoutez dans les coulisses, vous voyez que bon, ils ont une autre proposition à faire au gouvernement. Je pense que c'est vrai, on leur donne la chance d'avoir un premier emploi, de commencer déjà par s'essayer à l'enseignement, de commencer déjà par s'essayer donc à l'emploi public. Mais il faut mieux les écouter parce que c'est ces aspirants-là qui sont dans les confins du
Bénin, ils vont quitter leur territoire, ils vont quitter leur commune. Ils apportent beaucoup au système éducatif. Absolument. Oui, ils apportent beaucoup au système. C'est 80% du personnel enseignant aujourd'hui. Hein. Et si on engrange de meilleurs résultats aux examens, les aspirants y contribuent, il faut le leur reconnaître. Ouais. Oui, plus de ça. Et moi, j'ai un problème avec la dénomination. Aspirant au métier de l'enseignant, des gens qui ont BAPES, des gens qui ont CAPES. En fait, dans l'enseignement, il n'y a pas un diplôme supérieur au CAPES, mais quelqu'un qui a le CAPES, vous le recrutez, vous l'appelez aspirant au métier de l'enseignant. Pour moi, il faut commencer quelque part. Je ne dis pas que non, c'est que la personne soit en fait un statut régulier ou que la personne n'ait pas un statut régulier. La dénomination AME, pour moi, c'est péjoratif. C'est votre avis. On est un peu qui apprécie ça ici. Non, mais c'est un enseignant plein. Ce n'est pas, en fait, le métier, il l'exerce correctement. Ce n'est pas qu'il l'exerce à moitié. En fait, quelqu'un qui a un CAPES, qu'est-ce qu'il lui reste? Supposons même, à supposer. Vous aspirez au métier. Ça dit, vous avez peut-être le diplôme. C'est comme quel métier? C'est comme on le dirait. C'est comme on le dirait pour les magistrats qui sont recrutés. Vous êtes d'abord auditeur. Aspirer à un métier qu'on exerce déjà. Vous êtes d'abord auditeur de justice. Oui. Si vous êtes dans le domaine du droit, si vous avez peut-être la maîtrise en droit, vous passez le concours en tant qu'auditeur de justice. C'est comme on peut dire élève greffier avant de devenir greffier, alors qu'il n'y a pas autre diplôme que vous avez au cours de la formation. Donc c'est juste une appellation pour montrer qu'ils n'ont pas encore été formalisés dans le moi, ma préoccupation... On les appelait enseignants, c'est comme... Oui, mais ils exercent le métier à temps plein et correctement. On ne peut plus les appeler aspirants. Comment je vais aspirer à quelque chose que j'exerce déjà? Il faut comprendre que peut-être dans cette appellation, il faut voir autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois a les moyens nécessaires de prendre suffisamment des enseignants à qui il peut payer vraiment les salaires comme cela se doit pendant les 12 mois de l'année? C'est une équation. Et donc, le gouvernement, peut-être n'ayant pas d'abord le moyen d'en arriver là, a juste trouvé d'abord quelque chose pour régler un problème, quitte à ce que, le problème donc, de pénurie soit définitivement réglé. On tend vers la fin de cette émission déjà. On va sur votre mode de fin. Le format dans lequel ça reste, pour moi, ça ne, en fait, ce n'est pas le fait qu'on puisse faire un contrat avec eux sur 9 mois ou sur 8 mois. Ce n'est pas là, moi, mon problème. C'est l'appellation. Pour moi, on peut trouver un autre moyen. Vous avez proposé quoi? Votre déjà mot de la fin pour cette émission, parce que là, on est dire aux partis politiques qui peut-être continuent encore de réfléchir qu'il ne leur reste plus assez de temps, ils ont encore le choix, parce qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan, l'objectif ce n'était pas forcément d'avoir une vingtaine de formations politiques comme on l'a actuellement. Faire le pas pour ceux qui réfléchissent encore d'aller vers les grands ensembles. L'autre chose, souhaiter une bonne reprise des classes aux enseignants, beaucoup de courage aux parents. Jean-Xavier Aguégué, votre mot de la fin? Oui, je voudrais également souhaiter donc une très bonne rentrée à tous les élèves et beaucoup de courage, comme l'a dit mon confrère, aux parents, parce que c'est pas facile, beaucoup d'argent à décaisser, mais c'est une dépense qui vaille, il faut vraiment la faire. Et aussi aux formations politiques, il faudrait pas regarder donc à la tête des gens, il faut vraiment proposer des personnes qu'il faut, des personnes compétentes à la place qu'il faut pour véritablement pour contribuer au développement de notre pays. Il y aura donc des sens sur le terrain, quelques secondes, des sens sur le terrain pour aller convaincre donc l'électorat. Je vais demander aux populations de garder leur calme, de ne pas se laisser piéger par le discours politique. Il faut rester serein, ne pas faire leur jeu. Voilà. Nous sommes en politique, c'est un jeu. Voilà. Prudence Akondé, très rapidement votre mot de la fin. Aux partis politiques, de faire le jeu de la paix, surtout, le jeu politique, mais le jeu de la paix. Mais aux administrations, j'espère qu'il n'y aurait pas de nouvelles pièces qui vont encore embrouiller en fait l'organisation de ces élections-là. Aux parents, je souhaite aux parents, aux élèves, aux écoliers, aux enseignants une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Merci beaucoup. C'était là l'hebdo des éditos de ce dimanche 18 septembre 2022 dans ce numéro avec mes débatteurs la question des législatives 2023, des tournées qui témoignent d'un marquage à la culotte au sein de la majorité présidentielle, la question relative à la nouvelle base de données
des AME. Voilà les sujets abordés au cours de cette émission. Voilà, c'était l'émission comme je le disais. Pour cette émission, je recevais bien sûr Gabin Goubi, il est rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Prudence Akone, il est journaliste chroniqueur indépendant. Et Jean Servet Aguégué, journaliste chroniqueur à Radio Maranatha. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.